voit. J'adore voir des gens debout au fond. Je suis désolée pour vous, mais ça veut dire que la salle est pleine. Et nous, on est contents parce que cette session-là de confidence, c'est un truc auquel on tient beaucoup avec le salon. C'est quand même un moment, il n'y a pas d'institutionnel. Si un banquier est caché dans cette salle qui se déclare, non, on est entre entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, porteurs de projets ou voilà, personnes qui ont l'idée de le faire. On va écouter 5 personnes qui l'ont fait. C'est vrai qu'on parle d'un drôle de truc, avec des parcours très différents. Et l'idée, notre intention, c'est qu'ils vous racontent peut-être qu'on se dirait autour d'une bière avec des amis quand on parle pour de vrai de ce que c'est d'avoir monté sa boîte. Voilà, c'est un peu ça le temps. Donc il y aura toutes sortes d'histoires, de formation, de parcours qui a fait des détours, de surprises, quelquefois d'erreurs quand on apprend plein de trucs. Mais voilà, c'est pas à moi de vous le raconter, moi je suis là pour leur donner la parole. J'espère que vous êtes toutes oui. Alors, comme ils sont super bons et qu'ils vont super bien tenir leur timing, ça veut dire qu'on aura normalement quelques minutes à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Les 5 speakers reviendront sur scène pour voilà, répondre à vos questions. J'espère que vous en aurez, ou en tout cas que vous oserez les exprimer. Est-ce que vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? On les écoute. Alors, on va commencer avec Anne-Marie. Anne-Marie Haute, elle a une boîte qui s'appelle Pilgrim Technologies et elle va vous raconter son parcours original. Je vous demande de l'applaudir. Eh bien, bonjour tout le monde. J'imagine qu'il faut que je reste dans le rond vert, hein, donc je vais essayer de ne pas dépasser la zone. Voilà. Donc, comme elle vous l'a dit, je m'appelle Anne-Marie. J'ai un parcours qui effectivement est un petit peu bizarroïde parce qu'en fait j'ai débuté ma carrière en faisant des études d'archéologie et donc je suis docteur en archéologie, sauf qu'à l'époque j'étais très très mauvaise en géopolitique, ça ne m'intéressait pas et j'ai pris une spécialité qui n'était pas la bonne puisque je me suis spécialisée sur la Mésopotamie, c'est-à-dire actuellement l'Irak en fait. Donc dès le départ, ça partait plutôt mal, et donc je me suis retrouvée tout jeune diplômée en me disant, bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'avais un choix, reprendre 2 ans de spécialité, mais là, bon, à un moment, il faut être raisonnable, ou alors trouver quelque chose d'autre. Il se trouve que j'ai eu pas mal de chance dans le sens où quand j'étais étudiante, je travaillais, j'avais un petit job à mi-temps, où on m'a demandé de travailler un petit peu sur de l'informatique en fait. Donc j'ai commencé à tripatouiller les bases de données à cette époque-là. Et en fait c'est ce qui m'a sauvée puisque du coup j'ai fait tout le reste de ma carrière dans le domaine informatique. Comme j'ai un esprit, on va dire, assez difficile à dompter, dès le départ, je me suis dit, mais je ne vais pas rentrer dans une boîte parce qu'on va me donner des ordres, tout ça, il va falloir que j'obéisse à des contraintes qui ne m'intéressent pas forcément, ça ne me collait pas. Donc, du coup, j'ai monté ma première boîte quand j'avais à peine 24 ans. Donc, avec un diplôme qui n'a rien à voir avec le métier dans lequel je veux exercer, en étant une femme dans le domaine de l'informatique, 25 ans en arrière, donc voilà. Résultat, premier rendez-vous chez le banquier, il m'a regardé rentrer, il m'a fait « Mais quel âge avez-vous » J'ai dit « Non mais bonjour, non mais quel âge vous avez quoi ?» Ok, bon, ça part pas facilement, il va y avoir des challenges à relever, donc voilà. Quelques années plus tard, la boîte a été, voilà, quelques succès, on va dire, j'ai réussi à la revendre très confortablement. Puis je me suis dit, bah, je ne vais pas m'arrêter là, je vais me lancer dans un autre domaine. Il y a un truc qui débute en ce moment, qui est sympa, ça s'appelle le web, ça s'appelle Internet, donc c'est toujours, hein, c'est dans le passé, parce que je commence à être assez âgée. Voilà, et je me suis dit, bah allez, je vais faire webmaster, c'est un truc de dingue, ça n'existe pas, il n'y a même pas de site actuellement, mais c'est pas grave, je vais me lancer là-dedans. Donc je suis retournée voir un autre banquier, en lui disant, bah voilà, j'ai une super idée, je vais monter une web agency. Il m'a dit, c'est quoi? Ben voilà, je voudrais fabriquer des sites web. Grand blanc, à niveau. Bon, pas de problème. On a expliqué, on a convaincu, parce qu'en fait, vous allez découvrir que le métier d'entrepreneur, c'est un métier de super VIP où vous passez votre vie à convaincre tout le monde, vos partenaires, les banquiers, qui normalement font partie des partenaires, mais
voilà, il y a des fois, ils ont une position un petit peu plus compliquée que ça. Les associés éventuels que vous allez rencontrer, vos clients, enfin voilà. Donc, vous passez votre temps à convaincre, en fait. Donc, c'est une très bonne école en même temps. Plus on vous met de contraintes, plus vous apprenez à convaincre. Cette deuxième société s'est plutôt bien passée, ma foi. J'ai développé plein de logiciels, plein d'applications, c'était sympa. Et puis, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui a un peu la bougeotte. Donc, à un moment, je me suis embêtée. Donc, j'ai revendu la société à nouveau. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? À l'occasion d'une rencontre avec quelqu'un dans un autre domaine, parce qu'on lui avait fait un logiciel sur mesure, j'ai découvert le domaine de l'inspection technique. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je me suis dit, bon, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là, on peut leur apporter des logiciels, on peut leur apporter des outils. J'ai donc monté une société dédiée à l'inspection technologique et industrielle, plus particulièrement dans le domaine marine, oil and gas et offshore. Donc, à nouveau, je me suis cassé un peu les dents parce qu'on m'a dit, mais vous êtes une femme, enfin, qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, franchement, vous ne pouvez même pas monter sur une plateforme pétrolière ou sur un bateau, c'est un problème. Donc voilà, il a fallu à nouveau convaincre, expliquer que pourquoi être une femme n'était pas un problème, réussir à proposer des choses. Donc, troisième société montée, et puis là, un jour, à Singapour, sur un bateau, un des bateaux sur lesquels je n'avais soi-disant pas le droit de monter au démarrage, en pleine inspection, on s'est retrouvé bloqué parce qu'aucun de nous n'avait le droit de grimper pour aller faire l'inspection qui se trouvait être très en hauteur, à plus de 30 mètres de haut. Et on s'est dit, c'est bien dommage de ne pas avoir un outil pour faire ça à notre place. On s'est donc retourné sur les technos qui existaient autour de nous, et on était en 2011, et on a découvert qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait des drones, et c'était plutôt sympathique. Bon, c'était dédié, c'était des jouets, quoi, hein, c'était vraiment dédié à une activité loisir, mais en même temps, on se disait que c'était quand même des outils vachement performants. De retour en France, on a recruté 3 personnes pour créer un bureau d'études, et puis on s'est dit, eh ben, à partir de maintenant, on va fabriquer des drones. Donc on a commencé avec quelques modèles, on a présenté à nos clients qui nous ont dit, ah, c'est vraiment pas mal votre truc, par contre, vous avez de l'expérience dans le domaine de l'aviation, tout ça, vous y connaissez quelque chose ? Bon, il se trouve que moi je viens plutôt du domaine des geeks, donc forcément l'aviation, je n'y connaissais rien. Mais bon, c'est pas grave, j'ai appris. Il se trouve que j'ai tellement bien appris que je me suis retrouvée élue au bureau de la Fédération professionnelle des drones civils, puis élue à la Fédération internationale du VS, et que maintenant je suis dans quasiment toutes les instances à négocier avec l'OACI, les ASA, pour mettre en place la future législation qui va s'occuper des drones au niveau France, Europe et mondial. Voilà, tout ça pour essayer de vous expliquer que c'est pas parce qu'on a un pauvre diplôme de sciences humaines qui ne sert absolument à rien dans la vie que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir à faire des trucs notamment hautement technologiques, et ce, même quand on est une femme, parce que ça, visiblement, c'est également quelque chose qu'on a souvent, souvent ressorti. Pour ce faire, par contre, il y a quelques qualités qui vont être indispensables. Déjà, il ne faut pas être timide. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'après, on vous désigne volontaire pour aller être les premiers sur une scène à parler de choses dont on vous a dit 5 minutes avant de quoi vous deviez parler. Il va falloir être capable de convaincre des gens qui pensent que vous n'avez rien à faire là, que votre produit n'est pas bon, voir que vous êtes là pour leur piquer leur business. Alors ça, c'est pire que tout. Donc voilà, il va falloir vraiment être capable de faire preuve de conviction, c'est même la première qualité qu'on va demander à un chef d'entreprise. Ensuite, il faut rester l'esprit totalement ouvert tout le temps à toutes les idées qui passent, parce que si votre entreprise n'est pas agile et capable d'évoluer avec l'air du temps, elle va mourir très très vite, malheureusement. Donc il faut vraiment être capable de bouger et de ne pas rester figé sur une idée. Il faut écouter ce qu'on vous dit et puis bien s'entourer, ça forcément. Il n'y a pas le choix. Quoi d'autre, ma foi ? C'est quoi bien s'entourer ? Ah, bien s'entourer. Alors, c'est bien choisir ses partenaires. Bien choisir ses partenaires et ses salariés, notamment, parce que quand on est un chef d'entreprise, il faut apprendre à déléguer. Il ne faut pas essayer de tout faire tout seul, c'est pas possible. Déjà parce qu'on n'a pas 150 vies, et ensuite parce qu'on ne peut pas être le meilleur dans tout. C'est pas possible. Donc, bien recruter les gens,
en restant ouvert aussi sur les CV qu'on va vous présenter, parce que vous voyez, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui a un diplôme bizarroïde, mais qui en même temps est un excellent codeur dans 6 langages différents. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu des profils qui sont écrits sur les papiers. C'est pas toujours très représentatif, il vaut mieux rencontrer les gens. Et puis ensuite, il faut bien choisir ses partenaires extérieurs, c'est-à-dire un assureur, un banquier. Le banquier, c'est une partie vachement délicate, surtout si vous êtes en phase de création, parce que vous devez penser que c'est celui qui a le pouvoir suprême, ce qui est exactement le contraire en fait. C'est un sous-traitant, et il faut bien le considérer comme tel. Il faut bien laisser les gens à leur place. Surtout que des solutions de financement, il y en a d'autres. Il y a les financements participatifs, vous avez des associations qui sont là pour aider à financer les créations d'entreprises, surtout quand l'idée est bonne. Vous avez des solutions aussi pour financer la créativité. Voilà, donc il faut pas s'arrêter sur ce genre de problématiques de base. Et surtout, si l'idée est bonne et que vous êtes capable de bien la défendre, vous trouverez des financements. Là-dessus, il faut pas se freiner en fait avec ce genre de choses-là. Donc voilà, il faut se donner les moyens, il faut se donner du courage, et puis y aller. Donc, audace. Tout à fait, c'est le maître mot. Merci Anne-Marie. Pour conclure, ah ben voilà, nous avons des questions arrivent déjà. Il y avait une chose que tu devais refaire différemment. Qu'est-ce que ce serait ? Je pense que je prendrais un petit peu plus de temps pour apprécier ce qui m'arrive au fur et à mesure plutôt que de foncer tout le temps un peu trop vite. J'ai tendance à peut-être aller un petit peu trop vite et pas savoir savourer quand les choses arrivent et qu'elles réussissent. Eh ben, merci beaucoup parce que du coup on a une leçon de vie en même temps. Merci Anne-Marie d'avoir commencé, on l'applaudit encore. À tout à l'heure. Alors on change de secteur d'activité, vous l'avez compris, c'est la promesse et le plaisir de cet exercice aussi. Je vous demande d'accueillir Erwan Kerner qui saute sur scène tout de suite sous vos applaudissements avec cette petite bouteille d'eau aussi. Non ? C'est vrai, c'est vrai. Alors Erwan, il a monté avec ses acolytes une marque de montre qu'il porte à ses poignets. Voilà. Je me suis dit, je vais faire un peu de pub en même temps, venant me voir, comme ça, peut-être j'aurai quelques clients, je vais rentabiliser la pub jusqu'ici. Voilà, ce serait déjà ça. Et puis, alors toi, tu prends un nom, tu vas nous raconter, entre autres, comment ça a démarré. Voilà. En plus, ça fera écho un petit peu à notre intervenant juste avant, donc c'est intéressant. Merci, je pense qu'on a des profils qui se ressemblent. Donc nous, clairement, donc on fait des montres, voilà, on est dans la région, donc ça c'est top. Et quand on nous a demandé d'intervenir, on s'est dit, bah tiens, quel est le sujet qu'on pourrait développer? Il y a énormément de sujets dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est génial. Et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de faire un focus sur une pratique que pas mal de monde fait quand on lance une société, c'est le bootstrapping. Est-ce que ça vous parle un petit peu? C'est un mode de pensée, c'est une philosophie presque. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un peu à la mode aussi, non ça... Le mot est connu, mais... Le mot est connu, voilà. Et ben, je vais vous expliquer comment nous on l'a appliqué. Souvent les gens vraiment l'appliquent sans vraiment connaître... Comment? Le traduire, c'est compliqué de le traduire. Je sais pas, boot, c'est une chaussure, ça peut être... c'est un peu, voilà, c'est un peu... Enfin, vous allez... Ouais, ça... Astuces, débrouillard. Trouver des astuces, essayer de... C'est pas d'être économe, c'est d'employer l'argent qu'on a à bon escient, on va dire. Donc, clairement, c'est vrai que quand on lance une société, nous, c'était la première chose qu'on a eue comme réflexe, c'est de se dire, bon, on a une idée, on a envie de la lancer, on est vraiment motivé, mais par contre, on n'a pas d'argent. Ah, ok, ça, je pense que ça fait écho à pas mal de monde. Hein. Sinon, je serais peut-être sur une île déserte en train de profiter de mes millions, mais non, ce n'est pas encore le cas. Donc on s'est dit, bon, voilà, comment faire? Et c'est déjà de commencer. Alors, c'est vrai que c'est un peu utopique de dire qu'on peut commencer de zéro. Je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire. Nous, on a commencé avec un petit PQ qu'on avait déjà, on avait quoi, 15 000 euros chacun, quelque chose comme ça. Donc on s'est lancé. Alors, c'est vrai que la fabrication de montres, c'est très coûteux, ça peut coûter des millions. Et on a quand même réussi petit à petit à se lancer. Donc c'est vraiment la première idée, c'est de regarder tous les euros, tout ce qu'on dépense, et de ne pas faire d'excès. Si je peux vous donner quelques exemples, parce que c'est ce que je vais faire, j'en ai noté, parce que je me suis dit, je vais faire quelques... Sinon je ne vais pas penser à tout.
Donc c'est vraiment, voilà, c'est d'être déjà ouvert, parce que ça c'est la première chose aussi, c'est d'écouter beaucoup de monde, de rencontrer beaucoup de monde, et finalement ça permet aussi d'économiser, on va voir, en temps et en argent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je reprends mon fil. Donc voilà, pas d'argent. Bah oui, pas d'argent, c'est une force en fait. Pourquoi c'est une force? Simplement parce qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a certains qui réussissent à lever de l'argent tout de suite, et ça c'est génial. Tant mieux pour eux. Mais quand on n'a pas d'argent, on est plus créatif. Déjà parce qu'on n'est pas lié à quelqu'un. Ça nous permet d'être ouvert, de prendre des directions et de faire un peu ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, on a peur de rien, on y va, on suit notre voie et on fonce. Et ça, c'est ce qu'on a fait aussi avec notre société. Personne ne nous croyait. On parle d'argent, justement. On va voir une banque. Bonjour, monsieur, je voudrais créer des montres. Ah, ok. Oui, c'est pas quelque chose d'innovant. Oui, mais bon, voilà, on a des idées. Au début, c'était vraiment très compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné dans un mode de financement qui est aussi à la mode, Kickstarter. Donc, je pense aussi que c'est vraiment, ça fait partie du bootstrapping, c'est-à-dire que, voilà, avant, on avait un mode de fonctionnement. Voilà, on veut créer une montre. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des prototypes, on va investir de l'argent, on va créer le produit, on va dépenser 200 000 € sans avoir vendu un seul produit. Et on va se lancer. Alors que là, grâce à ça, ça nous a permis de faire juste les prototypes, de dépenser 3 000 € sur un prototype, commencer à faire notre publicité rapidement avec Facebook, enfin tous ces outils-là qui sont gratuits, on peut commencer gratuitement, et de lancer notre produit sur Kickstarter. Et sur le premier projet qu'on a fait, on a levé 71 000 € de prévente. C'est-à-dire qu'on a vendu à des gens un produit en avance, donc ils n'ont été livrés que 3 mois plus tard, d'une marque qu'ils ne connaissaient pas, d'un produit qu'ils n'avaient jamais vu, et d'un prix de vente plutôt élevé, puisqu'on était sur une montre à 400 € à peu près. Donc c'était vraiment très encourageant, et encore une fois, on avait un petit peu hacké le système, c'est-à-dire qu'on était passé devant tout le monde, on avait lancé quelque chose de zéro, avec un tout petit pécule, et on a continué comme ça. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'être toujours dans cette démarche d'essayer de hacker le système, à notre petit niveau, attention, de trouver des petits raccourcis. Donc ça peut être concernant la communication, donc on parlait de Facebook, mais il y a énormément de choses que vous pouvez faire. La communication, ça coûte cher, ça c'est sûr, quand on veut commencer à s'étendre, mais en étant ouvert, en rencontrant les gens, en allant discuter, enfin voilà, il ne faut pas être dans sa bulle. On peut rencontrer un journaliste, nous ça nous est arrivé, on a rencontré des journalistes, on a fait, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, on a un record de France par exemple avec notre montre de plongée. Un record de France, comment on fait pour avoir un record de France? Il faut sponsoriser quelqu'un de très cher, etc. Non, en fait, c'est juste des contacts, des relations. On nous a dit, tiens, je te présente un tel. On lui a présenté le projet, ça lui a plu, et bingo, on a fait ça. On est les seuls en France à l'avoir fait sur cette marque, enfin sur un produit comme ça. Ça nous a coûté quelques allers-retours pour aller le voir, faire une vidéo, etc. Voilà. Il y a plein d'outils aussi qu'on peut utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez certains sites comme de freelance en fait, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle, j'espère que je ne vais pas les vexer, mais en fait on peut maintenant aussi externaliser toute cette partie-là. Avant, c'est vrai que ça coûtait très cher, tout ce qui est design, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut donnez-moi des exemples de freelance, des graphistes, du montage vidéo, il y a énormément de choses. Alors en France, je serais ravi de faire travailler toute la France, mais des fois ça coûte cher. Et quand on est une petite société, il faut bien se débrouiller. Et donc maintenant, vous avez des sites où vous pouvez aller dessus et trouver un freelance qui va vous faire un design pour tel produit pour des prix beaucoup plus attractifs. En fait. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un moyen de hacker un peu le système. Vous avez aussi d'autres outils, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, ça va me revenir, je crois que je l'ai noté. Pour faire du design gratuitement, vous avez plein de petits logiciels en ligne. Vous voulez faire une petite publicité Facebook, bim, vous faites un petit truc en graphisme comme ça coûte que dalle, c'est rapide, ça c'est top. Pas encore à 1 € de dépenser. Voilà, c'est toute une vision qu'il faut avoir. Nous par exemple, on s'est pas mal déplacé, on a été à Hong Kong parce qu'on a des pièces de nos produits qui viennent de là-bas, donc il fallait aller à l'hôtel, etc. Enfin, c'est toute une philosophie de ne pas dépenser de l'argent, même si on en a, même parce que quand on a commencé à faire un petit peu de bénéfices, voilà, on aurait pu dépenser, etc. Non, on est tout le temps en recherche à se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait gagner un peu d'argent sans être dans l'extrême non plus, hein, attention, hein. Mais voilà, donc ça nous apporte une crédibilité, hein, ça aussi maintenant quand on cherche des investisseurs, parce que là, pour le coup, on est passé à une deuxième phase, on a fait un deuxième Kickstarter qui s'est terminé là, il y a 1 mois à peu près, où on a levé 170 000 € là, de prévente encore sur des montres.
Donc oui, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, donc ça permet, voilà, on commence à monter et donc voilà, on est en termes de recherche de fonds, on est en train de négocier avec un investisseur en l'occurrence, et c'est vrai qu'il nous donne une certaine crédibilité, puisqu'il se dit qu'on a réussi à gérer notre société dès le début en faisant des bénéfices sans tout cramer, parce que c'est aussi, moi je vois des sociétés, des amis qui lancent des sociétés et qui ont déjà des comptes dans le rouge avant même d'avoir vendu un seul produit. Ça peut être un business model, si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y. Nous on vient de la grande distribution, donc c'est vrai qu'on n'avait pas cette idée-là, mais si vous êtes le prochain Uber, je vous le souhaite, mais il n'y en aura pas beaucoup. Ça va, voilà, je ne sais pas si Uber, vous connaissez forcément, mais Uber en 7 ans, c'est 4 milliards de déficit, donc ils n'ont pas gagné un seul euro pour l'instant, et c'est réinjecter de l'argent, etc., tout le temps. Pour moi, c'est pas ma vision d'une société. Donc nous, on était plutôt partis sur cette démarche-là, bootstrapping. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Si je suis dans le timing, je ne sais plus du tout. Il reste 1 ou 2 minutes. Ah, c'est parfait. Alors, je vais sûrement trouver quelque chose d'intéressant à vous donner. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, Canva, voilà, c'est ça qui me revient. Si vous voulez regarder les petits logiciels, vous pouvez faire du graphisme et tout ça. Canva, ça s'appelle. Tapez, c'est gratuit. Je ne suis pas actionnaire de Canva, mais voilà. Donc ça vous aide aussi pour les fournisseurs. Nous, par exemple, en cette démarche de bootstrapping, on a pu avoir de la trésorerie en leur disant, écoute, tu vois, là, on lance notre projet, on n'a pas énormément d'argent, est-ce que tu peux nous échelonner un petit peu plus tel coup? T'inquiète, ça va marcher, si ça marche, on te donnera un peu plus. Et les mecs vous font confiance, parce qu'ils se disent, voilà, c'est des petits jeunes, on y va, au pire, qu'est-ce que je perds, c'est pas grave. Par contre, je peux gagner un peu plus, donc ça nous a permis d'étaler. Et là, on est en train d'acheter beaucoup plus de produits, et il nous fait beaucoup plus confiance, et ainsi de suite. C'est vraiment un état d'esprit qui, moi, me semble primordial. Mais voilà, c'est un exemple. Ça peut aussi on peut demander des ristournes, des partenariats aussi. Par exemple, notre designer, Maxime, on lui a dit, écoute, là, on ne peut pas te payer le prix d'un designer, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premier modèle, on te paye tel montant, mais par contre, si ça marche, tu seras triplé, quadruplé, tout ce que tu veux. Ça a marché, on lui a doublé, triplé, je ne sais plus. Triplé, non? Le montant de ce qu'on lui donne, et ainsi de suite. On lui a dit, là, si ça marche, voilà. Et donc, c'est cette démarche-là qui nous a permis d'avancer, qui nous permet encore d'avancer maintenant. Donc, après, il y a énormément d'exemples, vous pouvez en trouver dans plein de choses. Je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes pour vous donner des exemples, mais... ouais, aussi vis-à-vis des clients, aussi, ça vous permet d'avoir une certaine, sympathie. C'est vrai que le côté un peu, on n'a pas d'argent et on se lance, voilà, ça plaît. Donc tant mieux, et on continue. Voilà. Oui, ça y a de l'énergie. Non, mais je me disais en t'écoutant, ça se voit que vous venez quand même toi et tes associés de la grande distrie. Ah bon? Ce truc d'être dans la négo permanente et de réussir à gratter plus, j'ai rien et je vais te demander encore plus, c'est quand même c'est ça. Après, ça a marché, c'est génial. À partir de quel moment vous allez vous dire que vous allez commencer à réussir? C'est une autre question, parce que qu'est-ce que c'est que réussir en fait? Je te le demande. Nous, la première étape, c'est déjà de se payer. Donc là, à partir de janvier, on peut se payer. Donc c'est première étape, se payer sur le propre argent, notre propre marge, c'est déjà vraiment pas mal. Et de relancer d'autres projets derrière. Ensuite, on verra. Mais... Bon, bravo, voilà. Super. Bon, on écoutera tout à l'heure aussi si tu veux répondre à des questions. Bien sûr. Bravo. En tout cas, voilà, ça rend des brouillards. On change encore d'univers, vous avez suivi, on applaudit, on accueille et on applaudit Sophie dans mon triomphe. Alors là, on est dans Green. Oh, ça tombe bien, tu vois, tu as un tapis presque à tes couleurs. So Green, et puis maintenant Jeanne, qui est une jolie boutique rue Mercœur dans le centre-ville de Nantes. Et voilà, toi tu nous racontes aussi ta transmutation alors. Ça va. Merci Sophie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Gandon, j'ai 45 ans, j'ai 2 garçons qui sont ados et j'ai 2 bébés. Une petite fille qui a 5 ans, une petite entreprise qui a 5 ans et une petite, toute petite qui a 6 mois, qui est super énergique. Mais on y reviendra, je vous raconterai un peu ça après. Mon parcours avant ça, pour vous introduire un petit peu, j'ai un parcours très classique. Je suis une locale de l'État puisque j'ai fait Audencia, je suis sortie en 93.
Et j'ai fait un parcours on ne peut plus classique, audit, contrôle gestion, direction financière, voilà. Et puis il y a 5 ans, j'ai écouté ma petite voix qui parle, qui dit et l'entrepreneuriat dans tout ça, pourquoi pas. Et puis je l'ai laissé venir cette petite voix, puis elle est montée, et puis du coup j'ai dit merci les collègues, merci les amis, je passais des bons moments avec vous, mais je m'en vais. Et j'étais super bien dans mon poste, hein, mais c'était juste envie d'autre chose, envie de passer à une autre étape, voilà. Et donc du coup, c'était ici même il y a 5 ans justement, dans une conférence qui n'avait absolument rien à voir, parce que je crois que c'était une conférence financière. J'étais à l'époque sur un projet, plutôt en mode rachat d'entreprise, plutôt que création. Et puis, je me suis dit, quand même, mais quitte à créer ou à reprendre, il faudrait mieux que ça soit quand même dans un sujet qui me plaise, parce que j'aimerais autant avoir le sourire tous les matins quand je vais bosser. Et du coup, le truc qui est venu, c'est le végétal. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, et que, encore une fois, j'ai laissé, je pense, les émotions monter, et que quand on est né les pieds dans la terre, on y retourne. C'est mécanique. Donc voilà, ça coule dans les veines. Donc je me suis dit, oui, mais j'habite Nantes quand même, donc j'ai bien envisagé, je me suis dit, il y a des producteurs de mâches et tout ça, mais je ne vais quand même pas repartir jusque là-bas, ça faisait trop. Donc voilà, j'ai créé d'abord Sogreen, qui est un bureau d'études en aménagement paysager. Au départ, c'était plutôt en disant, alors j'ai pas le diplôme d'architecte paysager, donc mon modèle économique, c'est plutôt de travailler comme une agence de pub, c'est-à-dire je fais l'avant-vente, et je prends le brief client, et puis ensuite je m'associe avec des freelances qui sont architectes paysagistes, et en fonction du dossier que j'ai pu obtenir, je choisis la compétence qui convient. Donc je travaille à la fois pour des particuliers en aménagement jardin extérieur, et je fais de l'aménagement, de la décoration végétale intérieure entreprise. Donc ça c'est pour Sogreen. Et puis voilà, comme je vous disais, cette petite fille de 5 ans, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a eu du mal à grandir en fait. Elle s'est mise debout un petit peu tard. Et voilà, c'était un petit peu compliqué de trouver le bon modèle économique, le bon positionnement, parce que c'est un marché où il y a beaucoup de monde. Et puis trouver le bon angle d'attaque de ce marché-là. Alors j'ai un peu ramé, je me suis entourée, mais... et puis en même temps, ça m'a permis de découvrir que sur ce marché, donc je reprends un terme que tu as utilisé tout à l'heure, Anne-Marie, c'est la mobilité, donc être très mobile. C'est-à-dire de se dire, ok, si ça ne marche pas sur ce marché-là, peut-être qu'il faut que je bouge un tout petit peu. Donc voilà, mon projet initial, c'était de vendre des murs végétaux. Et puis c'était pas un marché suffisamment développé à Nantes, en tout cas, les besoins n'étaient pas très réels. Donc je me suis un petit peu décalée. Et puis en analysant mon marché, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un gros manque en termes de conseils chez mes clients qui me disaient, voilà, j'ai acheté des plantes à Jardiland, Truffaut et tout ça, mais ça pousse pas, je comprends pas pourquoi. Ah bah oui, j'ai dit, c'est normal que ça pousse pas, la plante, elle n'a rien à faire à cet endroit-là, et puis surtout, elle n'est pas copine avec la voisine. Ou bien, vous avez mis dans un pot une plante qui va faire 3 mètres de haut, donc elle ne tient pas en pot, c'est normal. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit de conseils en fait, sur ce marché-là. Et du coup est revenue en fait, l'idée de ramener du conseil donc, au travers d'un autre modèle économique de jardinerie. Et donc du coup, c'est la jardinerie de centre-ville, donc adaptée aux urbains, et dans laquelle on trouve tout ce qu'on peut mettre sur un balcon, une terrasse, et puis aider les jeunes qui ont envie de semer leur première rangée de radis avec leurs enfants, les jeunes trentenaires qui n'ont pas eu l'habitude, qui ont perdu les gestes du jardin, les aider à redémarrer. Voilà. Alors il y a une anecdote par rapport à la création de Jeanne, cette jardinerie qui est rigolote. C'est que donc avec mon associé, parce que là on est deux sur ce projet-là, avec mon associé, on était au salon Maison et Objets en janvier dernier. Et puis on fait le tour des fournisseurs, parce qu'il y a la Maison et Objets, c'est pas que de la déco intérieur maison, il y a des pots, il y a énormément de choses. Et comme notre boutique, c'est aussi une boutique de déco, on avait vraiment besoin d'y aller. Donc on y va, et puis on rencontre, on avait toute une liste à faire, une quinzaine de stands à faire, enfin premier stand. Bon, ok, on raconte notre truc, ouais, pourquoi pas, ok, on donne le catalogue, deuxième stand, ok. Puis troisième stand, c'était vraiment le fournisseur qu'il nous fallait, sur lequel, celui-là, c'était ici, il fallait qu'on l'ait, c'était un des points clés. Donc on passe le voir, et on lui explique le projet, il me dit, mais c'est bizarre ce matin, il y a quelqu'un qui est passé, qui m'a dit qu'il ouvrait une jardinerie de centre-ville à Nantes. D'ailleurs, c'est pas compliqué, j'ai un bon de commande ferme. Donc là, on s'est regardés toutes les deux, on est devenus blêmes. C'est pas vrai, il y a quelqu'un qui démarre en même temps que nous. Bon, puis on se dit, bon, c'est tout, il s'est peut-être trompé de ville, bon, puis c'était délicat de lui dire qui, donnez-nous le nom, enfin voilà, ça a une confidentialité, on savait que c'était pas possible. Donc on passe un deuxième stand, puis un troisième, et puis alors là, on nous redit la même chose. Donc une fois, deux fois,
4 fois dans la journée, on nous dit, bah, écoutez, on a vu des gens qui vont faire la même chose que vous êtes sûr, vous n'êtes pas passé ce matin? Non, on n'est pas passé ce matin, non. Ah non, c'était hier, ah non, on n'est pas passé hier non plus. Bon, donc on est dans le train, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue? On se dit, bah non, maintenant qu'on est parti, on n'avait pas tout à fait de local, on n'avait pas créé la boîte, donc c'était quand même, on y va, et puis de toute façon, si, on s'est dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée, c'est qu'après tout, il y a un marché, c'est qu'on est plusieurs à avoir la même idée dans Nantes, dans le centre-ville, c'est qu'il y a un marché, qu'on est au bon endroit. Tant pis si on est plusieurs, bon, on verra bien. Et puis on a avancé, j'ai rappelé ce fournisseur qui avait une commande ferme, je lui ai dit, mais votre commande, elle tient toujours, parce que ça y est, moi c'est créé, on a le local, donc la commande, je la passe. Ah bah non, j'ai pas eu de confirmation. Bon bah je dis, bah écoutez, vous êtes ok pour nous prendre du coup? Ouais, ok, bah oui, vous êtes les premières du coup à confirmer, donc on y va. Et puis bon, on n'a jamais entendu parler du projet. Donc là, la petite, il y a 2 petits messages. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est de dire que si vous entendez que quelqu'un a le même projet que vous, c'est que vous êtes au bon endroit probablement. Donc ne pas avoir peur de ça, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le deuxième point, c'est que ne pas se faire peur avec ce qu'on peut entendre. Enfin, si on tient sa route, on y va. Voilà. Merci. Bon, on ne s'échappe pas si facilement de la scène. Du sang. Un petit mot aussi. Alors, tu n'as pas eu peur de la concurrence, mais tu n'as pas peur de l'entraide non plus. Ah, un petit mot sur les réseaux. Oui. Oui, c'était la deuxième petite deuxième aspect qui se coule. Alors, très rapidement, je voulais la raconter. C'était, je pars d'une réunion d'information à la CCI à Nantes sur l'entrepreneuriat ou la reprise d'entreprise. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui y sont allés. Et là, on nous dit, au milieu de tout le texte, de tout le discours, c'est surtout, il faut absolument que votre conjoint vous soutienne dans votre projet. Là, je me dis, merde, mais j'ai pas de conjoint en ce moment. Donc, qui va me soutenir? Ou alors, il y a peut-être votre conjoint ou votre famille. Ouais, mais ma famille, elle a 600 bornes. Donc, pas de conjoint, pas de famille pour me soutenir. On va me démarrer tout ça. Mais non, j'avais des copains, heureusement. Mais surtout, je venais d'entrer dans un réseau professionnel qui s'appelle Business au Féminin Nantes. Et dans lequel il y a pas mal de filles de différents univers et avec différents métiers. Et voilà, et ça a été top parce qu'on s'est super entraînés. Moi, vraiment, c'était une chance que... ça a été ma famille, ça a été mon conseil, ça a été mon booster, enfin voilà. Mais c'est du temps qu'elles m'ont donné, mais qu'on se donne les unes aux autres. C'est de la bienveillance. Et bon, voilà, donc même si vous n'avez pas de conjoint de famille ici, vous aurez sûrement un réseau professionnel tout près qu'il faut aller chercher, n'hésitez pas à y rentrer. Voilà. Merci, tu as su t'entourer. Merci beaucoup, Sophie. Encore bravo. Alors, on a un peu parlé de web avec Anne-Marie tout à l'heure, mais là, on accueille Mathieu qui, avec 2 associés, a fondé une agence web qui fait des sites, du e-commerce, des applis, enfin, presque tout, quoi. Ouais, et Mathieu, il aime bien l'impro. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous. On va découvrir son histoire. Si vous êtes là, c'est que vous voulez entreprendre et c'est une bonne idée. Vous aurez peut-être la chance d'ici 2-3 ans de venir ici dans une salle devant 200 personnes. Je vous assure, c'est hyper cool. Donc la vie d'entrepreneur, c'est une vie à part entière. On vit plein de choses, c'est pas ennuyeux, c'est plutôt génial. Et comme dans toutes les vies, c'est fait de rencontres, d'opportunités, de hasards, d'anecdotes. Pour ma part, ça a commencé pendant les études. Donc en 2009, j'étais en BTS mécanique productique, donc rien à voir avec le web, ce que je fais aujourd'hui. À la fin de mes études, j'avais envie d'arrêter l'école, j'en avais marre. Je voulais travailler, avoir des horaires fixes, un boulot tranquille, donc rien à voir avec le métier d'entrepreneur non plus. Et à la fin de mes études, mon père m'annonce, il vient me voir, il me fait Mathieu, je t'ai inscrit à un concours pour une école d'ingénieur. C'est après-demain. Ok, cool, impeccable. Donc je révise un peu quand même. Et donc malheureusement, j'ai eu ce concours. Et donc dans cette école d'ingénieur, j'ai rencontré mes futurs associés. Donc c'était une école d'ingénieur dans l'industrie. C'était en 2010, c'était en apprentissage. C'était hyper cool d'être en pleine crise dans les industries automobiles, etc. Ça faisait rêver, quoi. Et en dernière année, on avait un module qui s'appelait Innovation. On devait imaginer un concept d'entreprise innovante, donc produit innovant ou service innovant, et imaginer sa commercialisation. Donc c'est là que j'ai rencontré mes associés, Aurélien et Julien. Et Aurélien, il travaillait en efficacité énergétique. Son métier, c'était de connaître la consommation énergétique des bâtiments, et notamment des appareils électriques dans les bâtiments. Donc son travail, ça consistait à venir dans une salle comme ici, à relever les références de tous les luminaires, des chauffages,
des appareils électroniques qui balancent la lumière, par exemple. Donc il passait une journée à relever toutes les références. Après, il allait au bureau, il passait une journée ou deux à essayer de trouver des fiches techniques de tous ces matériels. Et il s'est dit, mais pourquoi tous ces matériels-là n'ont pas de puces qui permettent d'être lus avec un smartphone et qui seraient en fait la carte d'identité du matériel. Donc on est parti de ce concept. Donc le concept, c'était coller une puce à tous les matériels et que cette puce permette aux utilisateurs de ce matériel de retrouver toutes les infos utiles, donc la fiche technique, le manuel d'utilisation, la garantie, la liste des pièces détachées, etc. Donc on a présenté ce concept à notre jury de fin d'études, à notre école d'ingénieurs, ils ont trouvé ça super. Nous, on était emballés par ça et on a présenté ce concept, donc, qui n'a rien à voir avec la création de site internet, encore une fois, donc ce qu'on fait aujourd'hui. On a présenté ce concept à un concours innovation à Saint-Nazaire, c'était en octobre 2013. On l'a présenté pour confronter notre projet à un jury qualifié. L'objectif, c'était pas de gagner le concours, parce qu'en fait, on ne voulait pas en parler de notre projet. Un peu comme beaucoup de porteurs de projets, on voulait garder ça secret, on avait peur de se faire piquer l'idée. Et en fait, on a gagné. Donc, on était hyper contents. On a remporté ce concours-là. Donc, on a créé notre boîte. Au début, on était dans la salle de l'imprimante de notre école, au CESI à Saint-Nazaire. Donc, c'était sympa. Les gens passaient toute la journée. Il y avait des vapeurs de solvants dans la salle. C'était super cool. Et puis, en janvier 2014, on a créé notre boîte. On a embauché 2 stagiaires. On a été voir un banquier qui nous a fait un prêt de 25 000 € en 5 minutes. Incroyable. Pour le coup, on a eu pas mal de chance. C'était non, je ne dirais pas. Non, le CIC à Saint-Nazaire. Très, très sympa. Et donc, on a fait notre prototype. On est allé voir des chefs d'entreprise de grands groupes à Paris. On leur a présenté notre produit. Ils ont dit, c'est super, on vous signe une lettre d'intérêt. Donc, nous, on était hyper contents. On est allé en finale d'un concours innovation à Londres, organisé par PayPal et Google. Donc là, c'était la classe. On était hyper hautains. On se répétait à bord. Voilà, on était des stars, quoi. On ne gagnait pas un radis, on dépensait plein de thunes. Mais on avait le melon, voilà. Et donc les 6 premiers mois se passent super bien, on avait le prototype et tout, on était contents. Et là, il fallait relever les fonds pour commercialiser le produit. Et puis là, personne n'a voulu nous faire confiance parce qu'on était jeunes, les banquiers et les investisseurs voulaient des contrats et les clients voulaient le produit. Donc on a fait ça pendant 1 an, enfin pendant 6 mois. Et puis arrivé en décembre 2014, donc quasiment au bout d'1 an d'activité, on n'avait plus du tout de sous, on avait dépensé 75 000 € dans des stagiaires et dans un salarié. Et puis en fait, on avait envie de continuer la boîte, donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Faut qu'on vende des choses. Donc on a fait des sites web et des applications mobiles. Donc on a commencé à vendre ça à rien du tout, à travailler à perte, à galérer pour payer notre salarié, pour payer notre loyer. Jean-François. Ouais, voilà. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, on a changé pas mal de stratégies. Au bout d'1 an, on en avait marre de devoir faire des contrats, de développer le site internet. Et une fois que le site internet était vendu, il fallait retrouver un contrat, redévelopper, revendre. Donc en fait, on a fait des partenariats avec des commerçants. Avec ces commerçants-là, on a fait des sites internet gratuits. Et sur ces sites internet, on vendait leurs produits. Et en fait, on se rémunère sur un pourcentage du chiffre d'affaires de leur site e-commerce. Et en faisant ça, ça nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires qui tombait tous les mois, donc d'être un peu plus stable. Et puis voilà. Et puis maintenant, ça fait 3 ans qu'on a créé la boîte, 2 ans qu'on est une agence web. Et on n'a plus d'employés, on s'est séparé de notre employé parce qu'à 3, on est beaucoup plus agile, on travaille avec des freelances, ce qui nous permet, quand on a beaucoup de travail, de pouvoir fournir, et qu'on n'a pas beaucoup de travail, de ne pas avoir trop de charges et d'être assez flexible. Et puis voilà, donc là c'est super, au bout de 3 ans, notre chiffre d'affaires est plus ou moins stabilisé, on travaille toujours 7 jours sur 7, ça c'est la vie d'entrepreneur. Et puis voilà, on a des beaux contrats qui viennent de se signer avec des gros institutionnels, donc on est assez contents. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire, pardon, excuse-moi Fabrice, c'est que la vie d'entrepreneur, c'est faite de plein de rebondissements, les stratégies évoluent tout le temps, faut être assez solide mentalement, d'être à plusieurs c'est mieux, parce que tout seul, je pense qu'on se décourage vite.
Et puis c'est passionnant, et puis comme tous les témoignages que vous avez eus jusqu'à présent, peu importe le diplôme qu'on fait, peu importe les obstacles qu'on a, tant qu'on a la volonté d'y aller, qu'on se motive et qu'on est bien entouré aussi, parce qu'on a bien été aidé par la ville de Saint-Nazaire, par la CCI, par tous ces réseaux-là, et on finit par y arriver. Voilà. Je te fais un petit coup aussi de si c'était à refaire. Si on se ramène à l'époque où tu avais le melon. Ouais, je serais moins con. Non, mais c'était pas le melon, je me chante. Oh, si, un petit melon quand même. Il y a quelqu'un en off là qui m'a dit, ouais, c'est vrai. Je sais, c'est Marie. Merci Marie d'ailleurs. Non, mais oui, non, mais en gros. Comment tu ferais pour être un peu moins con? Mais je sais pas, parce qu'en fait, on est d'une école d'ingénieurs et depuis qu'on y est, enfin, on a eu pas mal d'autres élèves. Non, on a eu pas mal d'autres élèves ingénieurs qui ont eu des projets de start-up comme ça, et à chaque fois qu'on les a rencontrés, on s'est dit putain, ils sont aussi cons que nous à l'époque. Donc non, mais si on le referait, je sais pas. Moi, j'aime bien me dire que la vie, on évolue au fil des opportunités, et je suis pas trop. Et l'avenir, c'est quoi pour ta boîte? Comment tu vois les années qui viennent? Je vois pas trop l'avenir non plus. Je me dis que c'est cool comme ça, et je verrai bien ce qui se passe. Non, mais ça évolue tellement tout le temps, il faut être agile, il faut être capable de s'adapter, donc on s'adaptera à ce qui viendra. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Bon, on n'a que des entrepreneurs qui n'ont pas le melon ou qui ne l'ont plus, en tout cas cet après-midi, et c'est vrai que c'est plus cool comme ça. Last but not least, elle a son micro Beyoncé, elle me rejoint sur scène. C'est Sandrine, que j'ai appelée Stéphanie tout à l'heure. Sandrine. Donc quand même une jolie représentation de l'univers du design et de la déco aujourd'hui. Toi, tu venais de cet univers-là et tu as créé ta propre marque d'accessoires et de déco. Et tu nous racontes ton parcours à toi. On t'écoute. Oui, bon, c'est vrai que l'exercice est un peu difficile en fait, pour tout le monde. Moi, Sandrine, société, nous sommes deux fondatrices, société OIA. OIA, ça veut dire objet de l'intérieur, abracadabra. Le parcours en quelques mots, il y a 4 ans, j'étais à votre place en tant que salariée, donc au sein des entrepreneurs. Moi, j'étais responsable d'export pendant 15 ans. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas trop vu mes petites filles et à un moment j'en ai eu assez, donc voilà. Donc 4 ans en tant que salarié ici. Il y a 3 ans j'étais à votre place aussi en tant que futur créateur d'entreprise et le mois suivant en fait on lançait la création d'entreprise avec mon associé actuel. En fait l'idée, on vient tous les deux du monde de la déco, on est dans une grosse boîte nantaise de décoration, je ne la citerai pas, mais et du coup on avait notre expertise marché. On avait nos fichiers clients, donc on s'est dit, je me suis associée avec une styliste en fait. Nous sommes 2 ex-collègues. Moi j'étais sur la partie commerciale, Isabelle sur le style. On s'est dit, on va lancer une belle marque. On a vendu pendant des années du Made in China. On a eu un petit peu assez aussi. Donc on s'est dit, on va vendre une belle marque française, fabriquée en France, confectionnée en France, imprimée en France. Donc on se lance. Première déconvenue qui nous a assez rapidement, qui amène à être en fait assez humble, parce qu'on pensait que c'était gagné. On avait nos fichiers clients, on avait notre réseau de distribution, moi j'avais des agents commerciaux qui travaillaient pour moi. On se lance, on fait du stock, on dit de toute façon ça va partir, personne ne nous connaît, mais bon de toute façon on a un bon produit donc ça va marcher. On se lance, en fait personne ne nous connaissait effectivement, et même si on a les réseaux, là en l'occurrence dans la déco, il faut quand même qu'on ait un peu de notoriété, donc première année déconvenue, gros stock, et stock non écoulé. Bon. Donc voilà, première année en négatif. Alors on se dit, le salon Maison Objet dont parlait aussi Jeanne, Sophie. Donc on se dit, il faut absolument qu'on soit sur le salon Maison Objet, qu'on ait une entreprise de décoration en France. Maison Objet, c'est la mecque de la déco, pour toucher la France, l'Europe et l'export. Donc salon Maison Objet, donc première fin d'année, deuxième déconvenue, nous allons voir les banques. Et là, les banques qui nous avaient suivis au départ, parce qu'on avait un business plan qui était quand même assez bien monté, les banques sur le salon ont dit non, on ne suit pas, on ne finance pas. Il nous fallait 5 000 € pour faire le salon. On n'avait plus d'argent au bout de la première année. Donc ça, c'est aussi une des leçons, je pense, en tant que créateur d'entreprise, comme disait Mathieu, c'est que je pense que quand on démarre, en fait, il faut quand même avoir une certaine assise financière. Parce que bon, nous étions deux anciens cadres, avec des salaires assez élevés, et on s'est retrouvés du jour au lendemain sans revenus.
Et là, on commence juste à se payer au bout de la 3e année. Donc il faut vraiment avoir une assise financière ou un conjoint qui gagne bien sa vie, ou, voilà, pour pouvoir continuer à manger et partir en vacances, parce qu'autrement c'est un peu... voilà. Ça ne démarre pas de suite. Je pense que l'humilité, c'est vraiment une qualité principale. Du coup, la banque nous dit non sur ce fameux salon. On savait que c'était la clé pour pouvoir se partir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lance une campagne de crowdfunding aussi. Donc, nous, on est passé sur KissKissBank. Ça a commencé par nos amis, donc des contributions, on offrait des produits. Ah oui, alors les produits que je fais, je n'ai pas parlé. Nous, on propose en fait des coussins, des tapisseries murales, des plaids, des accessoires, sacs, pochettes. Et on fait aussi du métrage pour les tapissiers décorateurs. C'est mon associé qui dessine tout. Donc l'univers est baroque, chic, décalé. Donc c'est un peu fou, d'où le nom objet d'intérieur abracadabrant. Et c'est imprimé en France et confectionné. On travaille avec un ESAT à Saint-Nazaire. En fait, il y a 10 couturières. Donc on a une dimension sociale aussi qu'on aime bien mettre en avant et qui est aussi aujourd'hui une des clés de notre succès. Donc crowdfunding, on offre des produits, on récupère donc les amis, après le 2e cercle d'amis, enfin comme ça se passe sur toute campagne de crowdfunding, et on récupère 5 000 € en un mois, le salon. Bon, très bien. Donc voilà, donc super, donc merci les banques. Voilà, c'était pour les institutionnels. C'est vrai qu'après, le premier prêt, je pense, c'est facile à obtenir quand on est c'est bien ficelé. Après, qu'on est sur une période qu'on n'a pas forcément fait les bons investissements ou pas ce qu'il fallait, et puis qu'il faut un coup de pouce, les banques la suivent beaucoup moins en fait. Parce qu'elles veulent un bilan positif, et un bilan positif sur une première année, c'est quand même rare. Donc voilà. Donc maison et objets, on le fait, et là bingo, maison et objets, donc sur 5 jours. On fait à peu près, pour nous c'était important, hein. Aujourd'hui on a 90 boutiques avec qui on travaille en France. Sur un salon, on en décroche 25 en 5 jours. Déjà, on est bien. Et c'est la cerise sur le gâteau, on a un gros acheteur, c'est une grosse chaîne de magasins en Australie. Il s'arrête devant le stand, il nous fait waouh, il dit bah, j'en veux 100 de chaque. Donc là voilà. Donc du coup, et ben là c'était vraiment le déclic, c'est parti. Et ben voilà, donc début de l'histoire, c'était il y a 2 ans. Donc maintenant, donc à aujourd'hui, on a 90 boutiques. On travaille avec 4 agents commerciaux. On vient de démarrer une collaboration avec une boîte espagnole qui est basée à Valence, qui fait des coques de chaises et de fauteuils que nous, on va habiller avec nos tissus à nous. Donc là, un produit prêt à vendre qui, je pense, qu'il va bien partir. Nous, la notoriété commence à se développer grâce à Maison et Objets. On travaille donc en Australie, au Japon, en Europe, en France, et nous ne sommes toujours que 2. Parce qu'on a des relais commerciaux sur le terrain, parce que la fabrication, c'est pas nous. Et puis voilà, donc belle histoire. Je pense que bon, moi j'ai pris ma décision quand j'ai passé les 40 ans. J'en avais marre d'être sous pression du chiffre. J'ai toujours été commerciale, sous pression du chiffre, et j'ai envie de faire un truc pour moi, et puis mon associé aussi. Et puis voilà. Donc aucun regret, même si financièrement ça ne suit pas toujours. Mais bon, c'est pour ça que moi j'avais cité à cœur vaillant, rien d'impossible. Parce que quand on se lève tous les matins et qu'on travaille pour soi, c'est une grande différence. Et du coup, c'est vraiment un moteur. Après, il ne faut pas se décourager. Et on parlait des conjoints, très important votre entourage. Si demain vous vous lancez, si j'ai un conseil à donner. Parce que si vous avez, je parle en tant que femme, un mari tous les soirs qui vous dit « Bon, alors quand est-ce que tu ramènes de l'argent ?» ou « Quand est-ce que… » Voilà, ça s'est passé comme ça pendant des années. Il faut vraiment que les gens soient solidaires autour de vous. Parce qu'il y aura des hauts et des bas. Et c'est la partie financière, effectivement, la plus difficile. Et l'humilité, parce que personne ne nous attend. Et du coup, il faut tout mettre en œuvre pour que ça puisse bien démarrer. Voilà. J'arrive toujours avec la petite question subsidiaire. Concrètement, comment tu fais pour transformer un conjoint non solidaire en conjoint solidaire? Dans mon cas non, il a toujours par été. exemple, oui. Non, il l'était. Oui, il l'était, mais je pense que c'est important qu'il le soit. Ouais. Et donc, ça veut dire que si tu sens qu'il y a une résistance, tu ne montes pas ta boîte? Et bien, de toute façon, d'ailleurs... Tu changes de mec? Non, oui, ça, c'est une solution. Mais, non, les banques, en l'occurrence, ça va être une des questions des banques. Quand vous voyez des banques pour votre financement, est-ce que votre conjoint vous suit ou pas sur le projet? Donc, que ça soit homme ou femme. Tu mens? Ouais, alors après, si le conjoint ne suit pas, ouais, peut-être que tu mens. Mais bien sûr, le conjoint adore le projet. Mais après, c'est pour un bien-être aussi. Effectivement, on l'a tous vu, il faut attendre des mois, voire avoir 2 ans avant de pouvoir se payer correctement. Donc effectivement, à un moment, il faut, voilà, on ne peut pas non plus se voiler la face. Donc. Dans une autre réunion tout à l'heure, il y avait une femme qui disait qu'il y a pas mal de couples qui sautent quand même à la domination d'entreprise. C'est un peu stigmatisant, oui, mais c'est
bien d'en parler. Et encore un mot aussi sur ton associé, vous connaissez depuis longtemps. Comment vous fonctionnez ensemble? C'est pas forcément évident. Non, pas toujours, parce que moi je suis une commerciale, Isabelle c'est une créa. Donc, donc des fois il y a un peu de décalage. Après, nous on travaille en totale liberté. Bon, déjà nous sommes 2 ex-collègues. Les banques aussi, important, parce que les banques c'est vraiment l'art de la guerre en démarrage. Et les banques vont vous poser la question si vous associez avec quelqu'un et vous êtes amis ou vous êtes collègues. Voilà. Et les amis, parce que donc a priori ils ont beaucoup plus de mal de financer des business montés entre copines, vraiment. Donc là, 2 ex-collègues, on n'est pas amis, on est ex-collègues, donc nous sommes 2 collaboratrices en fait. On est toujours resté sur ce mode de fonctionnement-là, et c'est bien, je pense. Et du coup, mais des fois, c'est vrai que moi je vois la marge, je vois les prix de revient, et j'ai une créa en face qui va me faire des produits qui sont très beaux, mais bon, voilà, qui sont invendables, sur lesquels on ne gagne rien. Donc on arrive à voilà, et on est aussi, nous, très bien entourés, je veux dire quand même. Ouais. Nous sommes en pépinière entreprise. Ah oui, un autre conseil, ne restez pas tout seul. Et ça, tout le monde l'a dit. Et c'est vrai que nous, on est dans une pépinière entreprise. Laquelle à Saint-Nazaire, le site à Saint-Nazaire. On est très bien suivis. En l'occurrence, il y a l'équipe en premier rang, Jean-François Manceau et Marie Moreau, et qui nous donnent des conseils. Et c'est vrai qu'autrement, être isolé chez soi, dans son garage, je sais pas, à travailler ou dans sa chambre, je pense que c'est compliqué, vraiment. Et là, on échange avec Mathieu qui est intervenu juste avant. On avait des bureaux pas très loin pendant un moment. On est 25 entreprises dans la pépinière et c'est vraiment hyper dynamisant. Et je pense que si vous pouvez intégrer un espace de coworking ou une pépinière entreprise ou autre, c'est super important. Ouais, voilà. Il n'y a qu'en Californie qu'il y a des trucs de dingue qui naissent dans les garages. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais dans sa chambre, se faire un bureau chez soi. Puis c'est bien de décloisonner aussi. Par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'en termes de liberté, nous, on est basé à la pépinière, on a un bureau, les relations de ma collègue, avec mon associé, on n'est pas toujours ensemble toutes les 2 non plus, en fait. Donc, on prend le relais sur le bureau et puis il n'y a aucun compte à rendre. Enfin, je veux dire, c'est la liberté totale. Tant que le résultat est là, de toute façon, on sait pour qui on travaille. Donc, ouais. Merci encore, Sandrine. Alors, ils ont tellement la pêche, ils ont été tellement efficaces, nos témoins entrepreneurs, qu'on est bon en timing. Donc, je vous propose de revenir sur scène tous les 5. Anne-Marie, Erwan, Sophie, Mathieu, Sandrine. C'est vrai que Sandrine, on peut rester. Et je vous les livre en pâture, ou presque. Là, c'est le moment ambiance toutes les questions que vous avez toujours voulu poser sans forcément oser le faire, c'est maintenant. On a, je sais pas, on a un petit quart d'heure là. Alors, qui a envie de se lancer? C'est pas noté, hein, on ramasse pas les copies, tout ça, ni rien. Il y a un micro qui est là. Ah, voilà, c'est parti. Alors, solidarité, on fait passer le micro. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci pour votre intervention, c'était très intéressant. J'ai une question. Est-ce que, avant de vous lancer vraiment, vous avez une phase d'hésitation où vous vous êtes dit, bon, je sais pas encore, ou alors bon, non, ça y est, c'est parti, j'y vais. Ah, alors. Qui s'est fait du. Moi, j'en ai pas eu. Mathieu non plus. Oh mince alors. Sophie non plus, quand t'étais mûre. Toi, on a bien entendu. Erwan, fais semblant. Non, mais si, alors, en fait, c'est juste la phase de réflexion où là, tu te poses plein de questions, etc. Tu te dis, bon, est-ce qu'on y va? À un moment, on pose le pour et le contre. Et si on est trop pragmatique, en fait, on n'y va jamais, on fait rien, parce qu'il y a vraiment plus de risques que de gains tout de suite à court terme. Mais après, quand tu prends la décision, par contre, après, il faut foncer, parce que sinon, sinon tu vas te mettre des barrières, etc. Donc, non, quand c'est décidé, en tout cas, il faut y aller, quoi. Après, ils sont sur quoi, vos doutes? Fallait pas prendre la parole. Ah non, pas de problème. Non, mais je me dis... Voilà ce que je me dis. Non, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. C'était profond. Non, mais savoir sérieusement... Alors, non, je te la reformule. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme réponse? Non, mais je pense que c'est... Voilà, 4 sur 5 qui n'ont pas de doute. Voilà, je pense que ça confirme l'état d'esprit. Donc ça me convient. Allez, une petite modulation. Maintenant,
Alors, j'ai juste une anecdote parce que j'ai eu un ami hier au téléphone qui a créé une entreprise. Enfin, j'ai fait du contrôle de gestion, il était salarié. Il a racheté une boîte à 30 ans qui a bien marché, qu'il a revendue. Il est redevenu salarié et hier il me dit, on s'était pas eu depuis 6 mois, il me dit je suis sur le point de racheter une boîte mais je ne sais pas si je vais y aller. Donc en gros, il a plus de doutes aujourd'hui à 45 ans qu'à 30. Donc voilà, donc ça existe quand même. Voilà. Et puis je lui dis, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu l'as déjà fait une fois, qu'est-ce qui t'inquiète? Donc bon, en réalité, pour lui, ce qui l'inquiétait, c'est qu'il a 4 enfants qui vont bientôt faire des études supérieures. Il me dit, et si je plante cette boîte-là, je ne peux pas leur payer les études. Donc voilà, sa réflexion, c'était ça. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de doute à 30 ans qu'on ne peut pas en avoir à 45 sur un autre projet. Et je lui dis, écoute, Jean-François, tout ce que tu as fait, tu l'as très bien réussi, il n'y a pas de raison. Et il me dit, mais dis-moi quoi faire. Je lui dis, vas-y. Mais bon, voilà, on peut avoir des doutes, ça dépend de la situation, oui, en effet. Oui, non, mais je me disais qu'on pouvait, on peut toujours se dire, bon, ça va peut-être pas marcher, donc on hésite. Mais apparemment, c'était pas trop pareil. Alors, l'esprit d'entreprendre, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi. C'est-à-dire que moi, j'interviens aussi pour 100 000 entrepreneurs. C'est une association dont vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, on va au-devant des lycéens, des collégiens, pour leur expliquer ce que c'est que l'esprit d'entreprendre. Entreprendre, c'est pas forcément créer une boîte. Hein. Ça peut être rentrer dans une association, monter un projet, quel qu'il soit, un groupe musical avec des potes. Enfin voilà, c'est ça l'esprit d'entreprendre. Et à mon avis, quand on l'a et que la petite graine, elle est en vous, à un moment, vous êtes obligé d'y aller, quoi. Merci. Alors, j'accompagne des créateurs d'entreprises depuis 15 ans. Je voudrais quand même dire un truc. Moi, ce que j'aime bien dans cet échange, c'est que vous entendez, il y a quand même des forces. Enfin, il y a de tout. C'est que, oui, on a le droit de douter. Et c'est très sympa de dire faut y aller, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des timings, il y a des moments dans la vie des gens. Et quelque chose me dit qu'en ce moment, tu n'as rien à perdre, quoi. Je te regarde comme ça. Ouais, parce que tu n'as pas 4 enfants qui vont rentrer en plateforme. Voilà. Donc voilà, à ce moment-là, on ne compte plus. Non, mais voilà, c'est le principe de réalité existe quand même, quoi. Bon, non, je fais la rabat-joie. Hein. Bon. Une autre question, peut-être? En tout cas, merci d'avoir commencé. Alors, oui, moi j'avais une question plutôt. Je suis là. Hello, bonjour. Vous avez abordé. Non, je ne peux pas me lever, vous m'entendez. Vous avez abordé l'aspect humain dans vos vies privées, dans votre relationnel, indépendamment de la quantité de travail que vous avez dû fournir, j'imagine, tant que moi, des fois, sans compter les heures, etc. Et je voulais savoir si vous avez ressenti des fois des barrages, en dehors des banques, etc., liés à de la jalousie, ou à des problématiques plus axées sur ce sentiment, en fait. Vous parliez d'un groupe de musique, par exemple, dans un garage. Effectivement, artistiquement parlant, c'est assez prenant, des fois. Alors, votre question, elle est sur le frein de l'énergie. Voilà, des énergies autour de vous qui ne sont pas toujours dans le sens de votre développement. Est-ce que vous avez dû affronter? Ok. Sandrine? Oui, alors moi, effectivement, il faut savoir comme il y a une partie, donc vous faites partie de la population, vous devez faire partie de cette partie qui ose entreprendre. On dit qu'il y a 50% des gens qui sont prêts à entreprendre et les 50% d'autres qui ne pourront jamais entreprendre. Et c'est ces 50%, les autres, en fait, qui sont salariés en général, en l'occurrence, hein, qui sont des salariés malheureux en plus en général, qui vous voient entreprendre et puis être épanouis, et qui là, moi c'est dans mon cas en l'occurrence, sont d'anciens collègues qui sont toujours en poste et qui sont toujours aussi malheureux. Je me dis, mais de toute façon, écoute, pourquoi sur ton salaire, t'imagines ce que tu as laissé et tout, mais pourquoi tu as fait ça? Voilà. Et là, c'est là. Et là, moi, je constate que ce sont effectivement des auras négatives. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre non plus. Donc tu les laisses parler, et voilà. Une autre réaction? Moi, il y a juste un petit regret que j'ai, et c'est lié à l'état d'esprit qu'on a en France. C'est que quand on dit aux gens qu'on est chef d'entreprise, si en plus on a le malheur d'avoir un beau chiffre d'affaires, eh ben on est tout de suite le méchant. C'est mal. La réussite, c'est pas terrible. On est soit arriviste, soit on est écrabouillé des gens pour le faire. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a un état d'esprit en France qu'il serait temps de bouger. Et pour une fois, ce serait bien d'aller copier nos camarades américains qui ont un état d'esprit totalement différent sur l'entrepreneuriat. Voilà. Merci. Non, mais pour ajouter là-dessus, c'est vrai que même
Et ça fera lien avec la question de tout à l'heure. En fait, aux États-Unis, on a, enfin, si on fait quelque chose et qu'on se plante, et ça arrive, et on se plantera peut-être, nous aussi, c'est pas grave, c'est pas du tout la même mentalité, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une attitude positive. On va dire, ah, tu t'es planté, bah, c'est pas grave, quand est-ce que tu recommences? En France, on dit, je le savais. Et voilà. Et vous voyez la différence, en fait. Et voilà, ça répond. Alors, moi, je remarque quand même un truc. Depuis, allez, je dirais 2 ans, je vois des gens qui ont planté leur start-up et qui retrouvent des super jobs dans des boîtes. Et il y a quelques années, c'était vraiment pas le cas. Mais vraiment pas au bout de 6 mois de galère, chercher un job, etc. Genre, voilà, ben, quand ils ont vu que c'était en train de partir en vrille, ils ont commencé à parler autour d'eux. Et je pense à des exemples récents qui étaient même dans l'actualité l'été dernier, des gros plantages français. Et ils ont retrouvé les jobs bien. Donc ça veut dire que ça y est, ça commence à rentrer aussi dans les boîtes, que dans la vie, on peut être un moment entrepreneur, après peut-être être dans un autre type d'organisation et tout. Donc je pense que ça bouge, bon peut-être doucement, mais il y a un petit mouvement quand même. Une autre question. Merci. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, je suis de Saint-Nazaire. Moi, j'ai pas un diplôme, j'ai pas de formation, j'ai rien. J'arrive ce matin et j'ai, au bout du deuxième rencontre, j'ai la BNP. Donc, vous disiez que tout à l'heure, c'était pas évident d'avoir les banques. Bon, bah, la BNP, elle vient chez moi le 12 décembre. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je fais une interview, 5 minutes, je suis convaincu, c'est bon. La BNP, la banque, elle vient chez moi. Pourquoi? Parce que c'est le caractère, ça, qui change. Si vous voulez y arriver, en fonction de ce que vous allez raconter, les banques elles vont vous suivre. Par contre, après, il faut être méfiant, parce qu'elles vont vous faire raconter n'importe quoi aussi, mais c'est le comportement qui tape dans la tête. C'est tout un ensemble qui est à prendre en compte. Moi, j'arrive ce matin, deuxième rencontre, hop, j'y avance. Eh ben bravo. Allez, on applaudit monsieur. La classe. Une autre réaction ou question peut-être? Alors ici. Oui, il y a monsieur en veste noire et monsieur en veste noire aussi. Alors, allez, Prums sans danger. Bonjour. Bonjour, Cédric Guilleux. Ma question se destinait plutôt à Erwan en fait. J'ai regardé, parce que je crois pas que tu aies présenté en fait le nom de la société. Enfin, voilà, et du coup j'ai regardé un petit peu sur internet avec des mots-clés, tout ça, j'ai réussi à te retrouver. Et j'étais un peu étonné, en fait, je trouve ça très bien au niveau du projet. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à la genèse de ce projet, en fait, d'une montre de plongée qui. Comment a été amené en fait ce projet initialement? Et du coup, j'ai vu apparemment, c'est ce qui t'est marqué, visiblement ton financement participatif a été bouclé extrêmement rapidement, ce qui est une belle réussite. Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ça? Parce que généralement, il y a sûrement du côté un peu relation presse ou autre. Je ne sais pas comment tu as pu gérer un peu toute cette approche de lancement. Alors oui, en fait, notre projet Kickstarter, on l'a beaucoup incarné en fait. Alors Kickstarter, c'est quand même assez particulier. Il y a tout des codes à respecter, des process, et que si on ne les fait pas, on n'atteint pas la même cible en fait. Oui, en 3 heures, on avait fait 100 000 € de prévente sur ce modèle-là en fait justement. C'est ça. Donc c'était top. Et justement sans communication payante, puisque là c'était encore dans l'idée du bootstrapping que je vous présentais tout à l'heure. Non, qu'est-ce que je peux te dire? En fait, nous on est arrivé à ce projet-là parce qu'on avait envie de monter une marque de montres. On a identifié une cible, on s'est dit bah tiens, on peut peut-être leur présenter un produit intéressant fabriqué en France, en partie du moins, assemblé, etc. En termes de profil ou... Oui, pour qu'on comprenne à qui ça s'adresse. Ah bah, on a 2 types de clients. On a les connaisseurs de montres, qui d'habitude achètent des marques beaucoup plus élevées, à 3 000 ou 4 000 €, parce que c'est à peu près ce qu'on vendrait ailleurs. Et donc ils connaissent, ils aiment ça, ils veulent aider une nouvelle entreprise, et ils se disent bah voilà, j'aime ce type de produit, hop, je les aide et j'y vais. Et le deuxième profil qu'on a, c'est un peu comme nous, le trentenaire, ayant envie d'un bijou, un produit un peu plus haut de gamme que les marques pas terribles que je ne citerai pas, Hugo Boss, tout ça. Et voilà, donc ils voulaient investir dans un beau bijou, mais qui n'ont pas non plus les moyens de s'acheter de Rolex, donc ils viennent vers nous, et c'est vraiment là-dessus on reste dans cette cible-là pour l'instant.
Et donc ça marche. Donc tu avais une cible identifiée, tu as communiqué, je pense, en amont un petit peu dès le lancement, parce que en 3 heures pour boucler son Non, en fait, nous, c'est notre communauté. En fait, comme on a beaucoup incarné notre projet, on s'est mis beaucoup en avant, on a expliqué, etc. Mais sur les forums. Et en fait, on est très, très, très présent sur les forums. Et c'est pour ça que quand on a voulu lancer le projet, tout de suite on avait déjà une masse de clients potentiels qui étaient vraiment intéressés, qui nous ont suivis, parce qu'ils nous suivent tous les jours. C'est tous les jours que je suis sur les forums en train d'expliquer, voilà, aujourd'hui on fait ci, on fait ça, etc. C'est hyper intéressant, mais on avait déjà généré autour de nous une communauté en fait. Ok, merci bien et félicitations à tous en tout cas. Merci beaucoup. Alors il y avait une question par ici, je ne sais plus, c'est vous, voilà. Bonjour. Bonsoir. C'est plus une question structurelle. J'ai pu comprendre que les sociétés ici... Nous, on adore les questions structurelles. C'est bon endroit. Non, c'est très humain, mais du coup, je suis plus pragmatique dans le sens où on distingue des sociétés avec 2-3 personnes. Ça contraste vraiment avec ce qu'on entend d'un point de vue médiatique, avec des boîtes qui font des levées de fonds, qui internalisent énormément les compétences, etc. J'aimerais comprendre la volonté de rester sur des formats tels que ceux-là. Et en quoi c'est avantageux, enfin un petit peu plus avantageux du coup c'est intéressant de l'aborder comme ça parce que par exemple Sophie, j'ai pas l'impression que Sophie ait hésité entre faire une boîte de 10 000 personnes et une boîte de... Mais voilà, je voudrais avoir ton témoignage par exemple. Ouais, c'est vrai que c'était une discussion qu'on a eue, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire, d'aller raconter ma vie d'entrepreneuse alors que je travaille toute seule dans ma boîte, c'est quand même pas très valorisant. Mais en fait, voilà, ce que j'ai dit à elle, c'est que en fait, je suis super heureuse, donc voilà. Mais c'est pas que j'adore travailler avec les autres. Mais en fait, je pense qu'on est sur un peu des formats un peu similaires. Moi, je travaille seule et pas seule. C'est-à-dire sur SoGreen, il n'y a qu'une seule personne, c'est moi. Mais je fais que travailler avec des freelances. Et je crois qu'on est sur un modèle économique aujourd'hui qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on porte un projet et on travaille avec plein de gens et pas forcément un salarié à temps plein, parce qu'on va chercher des compétences par rapport aux besoins qu'on a à un temps X. Et donc il y a d'autres gens qui sont très mobiles, qui sont eux-mêmes freelance et qui ont envie de travailler, enfin, pas toujours envie, hein, ils préféraient peut-être être salariés dans certains cas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, peut-être le marché du travail change un tout petit peu avec aussi le fait que la possibilité d'être auto-entrepreneur. Et du coup, il se trouve qu'on arrive assez facilement, enfin dans mon cas en tout cas, à trouver des compétences et que ça permet, moi en l'occurrence, je travaille avec 3 architectes paysagistes sur SoGreen que j'embauche en fonction du projet. Donc j'y trouve un avantage, mes clients y trouvent un avantage parce que je ne vais pas présenter la même personne en fonction du projet. Voilà. Donc c'est pas tant qu'on n'a pas envie d'être 10, c'est que on s'adapte aussi à ce marché-là. Ça nous permet d'être, encore une fois, on va utiliser le même mot, mobile, rapide, voilà. Donc je pense qu'avec Erwan, il a très bien expliqué sur sa partie achat. Je veux bien vous entendre quasiment tous, si vous voulez bien, sur ce point, parce que c'est une question qui peut concerner tout le monde. Toi, ta boîte est plus étoffée. Voilà, nous on est un petit peu plus gros, donc on a des... Alors actuellement en France on est 9, à l'étranger on a deux pieds à terre, on va dire, où il y a 4 personnes à chaque fois, donc dans 2 pays africains. Mais en même temps, on garde ce même esprit, c'est-à-dire que j'ai opté pour un statut de SAS et chacun de mes salariés est également actionnaire dans la société. C'est très, très important pour les motiver, pour qu'ils se sentent vraiment à fond dans ce qu'ils font en fait. Il y a une motivation qui ne sera jamais la même si la personne travaille pour lui. Et même s'ils ne sont pas propriétaires ou chefs suprêmes et vénérés, ils restent quand même directement intéressés par le résultat, par la façon dont on va parler aux clients, dans la façon dont on va tout mettre en œuvre pour répondre à ces questions. Et à côté de ça, on travaille avec plein d'autres petites structures de 2-3 personnes à chaque fois, si bien que quand on est sur un salon, on va être 12 sur le stand, mais en fait, on va être que 2 vrais salariés de la société. Les autres, par contre, sont dedans à fond pareil, parce que leur intérêt, c'est le nôtre, en fait. Si nous, on bosse, eux, ils bossent, et ça marche très très bien comme ça, en fait. On se rend compte du coup que c'est un modèle qui peut être viable, et viable à long terme. Ça veut dire qu'on pourrait propager le modèle à des boîtes qui pourraient s'internationaliser ou être un peu plus grosses, et qui pourraient être durables. Donc finalement, pourquoi embaucher Voilà, nous on est déjà présents au total dans 8 pays avec les partenariats des autres entreprises qu'on a montées, et actuellement, nous, physiquement, dans 3 pays en comptant la France. Mathieu et Sandrine et Erwan. Très rapide, moi c'est pareil, je pense que ça dépend de la phase aussi, si tu es en accélération, ça dépend de qu'est-ce que tu fais, si tu as besoin de faire des logiciels, tu vas peut-être faire des ingénieurs, etc. qui vont travailler pour toi, mais c'est vrai que dans la première phase, en général, si on peut avoir des freelances,
Et il y en a plein qui travaillent avec plaisir, hein, et c'est pas forcément exploiter les gens parce que le coût du travail en France est trop cher, hein, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, ça permet de la mobilité, de pouvoir du jour au lendemain avoir 10 personnes, ou pas d'ailleurs, suivant l'activité. Et ça permet aussi, en fonction de... Alors nous, c'est toujours dans cette optique-là, si on a assez d'argent, on grossit, si on n'a pas assez d'argent, on se calme un petit peu, voilà. Et nous aussi, on est en train de se développer à l'étranger. Dans cette même démarche-là, tu peux trouver des stagiaires à grandes écoles qui veulent faire un stage 6 mois, là-bas, ça va te coûter pas très cher, et ils vont pouvoir bosser pas mal, avec des gens sur place, etc. Donc voilà, on peut trouver d'autres moyens de hacker le système. Merci. Et Mathieu ou Sandrine sur la croissance? Ouais, donc déjà, je voulais commencer par un exemple. Si on prend STX Airbus, qui sont des petites boîtes qui marchent pas mal à l'international, ils ont leur cœur de métier, et après, c'est énormément de sous-traitants qui gravitent autour. Donc même les grosses boîtes qui travaillent à l'international utilisent ce système. Ce qui est super, c'est que nous, on se concentre sur notre cœur de métier, mais c'est tellement complexe aujourd'hui, il faut tellement connaître de choses qu'on a besoin de plein de compétences, on ne peut pas embaucher tout le monde, et en fait, on prend les compétences au moment où on en a besoin, c'est aussi simple que ça. Plus rapide, un salarié en France, il ne faut pas se voiler la face, ça coûte cher. Quand on démarre, quand on a déjà du mal à se payer, nous, un salaire, avoir des salariés d'entrée de jeu, c'est quand même compliqué. Donc à suivre. Merci. Nous, on bosse avec des Indiens, ils dansent beaucoup, mais ça marche très bien. C'est quoi comme votre métier? Alors, il y a plusieurs choses. On est d'abord éditeur web d'un magazine nantais qui s'appelle Yarn Magazine, spécialisé dans le do-it-yourself. Donc, ça nous a permis de créer la communauté depuis 2 ans. On a 100 000 lecteurs par mois. Et à côté de ça, on est en train de réaliser un service de réservation d'ateliers do-it-yourself, parce que tout simplement, la demande n'est pas adressée. Voilà. Super. Bravo. Merci à vous en tout cas. Une dernière question. Madame au fond de la salle. C'est la jeune femme qui avance. Bonjour. Bonjour. Sur les freelances encore, en fait, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais comment vous les trouvez, vos freelances? Vous avez des sites internet par secteur d'activité? Il y a Freelancer. Il y a un site français. Il y a un site français aussi, j'ai oublié le nom. Mais vous tapez freelance dans Google et on tombe. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit les profils, on voit les tarifs, on peut parler avec les gens et parler d'un projet. Et, voilà, il y a différents types. Soit on paye au projet, donc voilà, si tu n'as que 2000 €, bah, voilà, tu lui proposes s'il accepte ou pas. Ou sinon, c'est à l'heure en fonction voilà, de chacun. Je sais pas, 20 € de l'heure, de 30, 50, n'importe. Ok. La deuxième question, c'était les modes de rémunération. Donc, merci. Si on respecte le timing, ça se termine maintenant. Allez, peut-être s'il y a une petite question rapido pour conclure. Allez, une dernière ici. Oui. Voilà. C'est la chaîne de l'amitié du micro. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai entendu parmi vous, certains d'entre vous ont engagé des économies personnelles, et même certains où on fait appel à des prêts bancaires. Donc, bref, je voulais savoir, est-ce que vous avez jamais eu peur de vous dire, si ça ne marche pas, comment vous faites pour le rembourser au final? Sachant qu'après, vous allez sans doute pas forcément trouver un travail tout de suite pour rembourser tout ça, donc comment vous faites? Ah bah tu plantes tout le monde, tu ne rembourses pas. Hein. Non, je rigole. Alors, qui dit? Alors forcément, ça fait partie du challenge et j'irais presque dire le jeu en fait. Voilà, parce que quand on monte des entreprises, à mon avis, il faut un sens du risque assez bas en fait. Il ne faut pas avoir trop peur. Il faut être tout à fait conscient de ce genre de problématique. Donc pour ça, moi en tout cas, c'est vrai que j'ai fait appel de temps en temps à des prêts bancaires. Ça m'est arrivé. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est être très bien entouré, très bien conseillé. Commencer par aller voir un avocat et lui demander comment est-ce qu'on fait pour monter une structure d'entreprise qui reste protectrice et monter son entreprise sur cette base-là. En fait, il faut vraiment prendre du conseil et structurer ses demandes de prêt, essayer d'éviter la caution personnelle, même si ça va être très difficile. Mais si on vous demande de passer par une caution personnelle, voilà, il faut s'arranger derrière pour se protéger d'une autre façon. Et il y a des gens dont c'est le métier. Voilà. Je rebondis sur ça. En particulier quand on parle de risque et d'argent, il y a des trucs quelquefois qu'on n'a pas envie d'entendre. Et comme par hasard, les questions qu'on ne pose pas, on dit entourez-vous, posez les questions.
Et comme on a envie d'y aller, on va pas forcément poser certaines questions. Et ben si, il faut vraiment prendre le temps. Et on peut toujours aller voir des banques. Et un premier rendez-vous chez un avocat, c'est gratuit. Vous savez, un premier rendez-vous chez un notaire, c'est gratuit. Donc, il faut y aller. Et puis, il y a dans toutes les incubateurs, chambres de commerce, enfin, tout l'écosystème, il y a beaucoup de conseils aussi accessibles comme ça en première instance. Donc, allez-y, quoi, hein, ne vous gênez pas. Bon, un petit mot de la fin. D'abord, moi, je vous ai trouvé super, donc merci. Voilà. Allez, c'est moi qui ai le mot de la fin. Bravo!